Bonjour et bienvenue dans Back to the Culture, épisode 1, The Island of Dr. Moreau. Pour ceux qui nous découvrent, chaque semaine, nous allons revenir, monter dans notre machine à voyager dans la culture, choisir un mois au hasard entre 1960 et 1996, regarder le film qui était numéro 1 au box-office ce mois-ci aux États-Unis, vous parler du mois en question, de ce qui s'est passé durant ce mois-ci, culturellement et historiquement, et parler du film, choisir une musique qui était numéro 1 durant cette période. Voilà, on va revenir en l'occurrence ce mois-ci en juillet 1977. Marion, tu étais chargée de faire les recherches sur le film en question. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire quelques trucs avant de regarder le film, sachant qu'on n'a pas encore vu le film? Oui, voilà, donc on enregistre l'intro, ouais. Voilà, petite intro, et puis on regardera le film après, comme ça vous aurez nos réactions à chaud. Donc on va regarder L'île du Docteur Moreau, qui a été adapté donc, du roman de H.G. Wells. Donc le film, l'adaptation qu'on va regarder est celle de 1977. C'est pas la première adaptation, il y en a eu plusieurs autres, il y en a eu 4 en tout je crois. Il y en a une qui date des années 30 qui manifestement est considérée comme la meilleure adaptation du bouquin qui a été fait au cinéma. Il y en a une autre qui a été faite dans les années 90 avec Val Kilmer qui a pas l'air extra. Non. On arrive à la bande-annonce et honnêtement... Mais celui qu'on va voir aujourd'hui n'a pas l'air extra non plus, on verra. Ça a l'air d'être un sous-planète des singes. Alors, puisque c'est marrant que tu en parles, parce que le maquilleur qui a fait les animaux de l'île du Docteur Moreau a également travaillé sur la planète des singes. Ça se voit. Quand je vois la bande-annonce du film, ça se voit que c'est... Donc ça sera l'île des singes. Ouais. Ou la planète du Créature Docteur Moreau, on verra. Bref, donc c'est un film qui a été réalisé par Don Taylor. Il n'a pas fait énormément de choses fondatrices au niveau du cinéma. Il a principalement bossé pour la télé en fait, donc c'est vrai qu'après en regardant un peu sa filmographie, j'ai rien vu que je connaissais particulièrement. Ouais. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce mec là. Okay. Dans le rôle titre, on a Michael York qui du coup est un acteur assez emblématique des années 70 il a bossé pas mal entre les années 70 et 2000 en fait. Même en 2011, il a joué dans un film, donc wow. Il a été productif pas mal de temps. Il a joué dans la Austin Power. Okay. Il a joué dans les films connus, dans L'Âge de Cristal, dans Cabaret, la version de 72. Il a fait des voix pas mal pour des dessins animés, entre autres Le Château des Singes. De La Guionie c'est vrai, c'est un très très chouette dessin animé qui date de 99. Okay. Et dans le rôle du Docteur Moreau, on a Burt Lancaster qui pareil du coup est vraiment un acteur vraiment phare qui a principalement joué entre les années 40 et 80. Il a joué dans des films comme Règlement de compte à Hockey Coral, Le Guépard de Visconti, Tant qu'il y aura des hommes, enfin voilà plein de films. Il a une carrière assez florissante et j'ai découvert des anecdotes assez intéressantes sur lui, on en parlera peut-être plus tard, mais croustillante. Voilà. Ok, bah écoute, je propose qu'on leur montre un petit bout de la bande-annonce et que... Juste une toute petite précision. Tu voulais parler de l'ergonomètre. Ah oui, alors c'est pas ça, mais oui, okay. Tout à fait. Bon, je vais parler de l'ergonomètre, je vous explique vite fait qu'est-ce que c'est le concept. Donc comme c'est une adaptation de livre en film, il faut savoir que moi je suis très difficile à satisfaire au niveau des adaptations. Je suis généralement assez déçue des adaptations de livres en film. Et en fait ça fait un petit moment que j'ai inventé cette échelle de valeur que j'ai appelée l'eragonomètre, parce que pour moi Eragon est la pire adaptation qui a été faite de livres en film. Ça veut pas pour autant dire que le film est mauvais, même si en l'occurrence là oui, mais ça veut juste dire que l'adaptation est mauvaise. Par exemple, j'ai pas vu World War Z, mais je vois pas comment il peut être adapté au cinéma. Je doute pas que le... très différent. Bah, je doute pas que le film est bon, mais ça doit pas être une très bonne adaptation du bouquin. Donc par exemple, pour vous donner... Mais le film est pas bon non plus. D'accord, bah, je l'ai pas vu. Pour vous donner un exemple, Le Seigneur des Anneaux, qui pour moi est une plutôt très bonne même adaptation de bouquin en film, même s'ils ont omis mes 2 passages préférés, se trouve à 9 sur l'échelle de l'eragonomètre, et Les Rivières Pourpres, qui est une sous-bouse, le film. Alors j'avais vraiment adoré le bouquin, et à 1. Voilà. Et donc on va regarder L'île du Docteur Moreau, donc on verra bien où ça se place sur cette échelle de valeur. On va regarder, donc comme on vous avait dit la dernière fois, on va toujours regarder les films de manière légale. Donc là on a trouvé sur le Netflix, tout simplement, donc il est sur le Netflix britannique, donc je sais pas s'il est sur le français. Parce que nous vivons à Londres. Oui, précisons. Donc, oui.
Et c'est une version Director's Cut. Alors j'ai pas trouvé énormément d'infos sur la différence entre la version cinéma et la version Director's Cut. J'ai trouvé quelques petits trucs, donc on verra bien. Mais la version Director's Cut sur Netflix, a genre 2 étoiles Ouais, sur 5. c'est pas top. Ça fait pas beaucoup d'étoiles. On va voir. Ouais, une toute petite dernière précision, si vous avez envie de lire le livre, il est tombé dans le domaine public, donc vous pouvez facilement le télécharger de manière tout à fait légale pour le lire. Et je vous le conseille parce qu'il est vraiment, vraiment sympa. Et bien, il m'a bien fait flipper. Bon, moins que quand je l'avais lu la première fois, j'ai trouvé qu'il avait un peu vieilli au niveau du langage, etc. Toi, t'as peur de tout aussi. J'ai peur de tout, il faut l'avouer. Un jour, elle a eu peur parce qu'elle a vu un hôtel et elle croyait que c'était un fleuriste. En fait, c'était pas un fleuriste, c'était un hôtel et du coup, elle a hurlé. J'ai pas hurlé, j'ai sursauté. Elle a hurlé. Bref, on n'est pas là pour parler de mes angoisses. Donc on va regarder le film et puis on revient juste après pour vous en parler. Donc à tout à l'heure pour de nouvelles aventures. Et on vous met un petit bout de la bande-annonce. Andrew Braddock, shipwrecked and cast away on a land beyond human experience. A world inhabited by sounds and shadows. The island of Dr. Moreau. Rebonjour, donc ça y est, on a vu le film. T'en as pensé quoi? Pas terrible, hein? C'était pas top, ouais. C'était pas top. J'avoue que j'étais fort déçue. Moi, je sens que chez MGM, là, ils se sont dit, oula, ça fait genre 4 ou 5 ans qu'il n'y a pas eu un film de la planète des singes. On a déjà raconté l'histoire 5 fois, on peut plus trop le refaire une 6e. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un film avec des gens dans des costumes d'animaux et d'autres gens qui sont dans des cages. Et après, il y a des gens, ils battent contre d'autres gens qui sont en costume d'animaux. Et est-ce que c'est les animaux qui vont gagner? Est-ce que c'est les hommes? Est-ce que les hommes, c'est des animaux? Est-ce que les animaux, c'est vraiment des hommes? Mystère. Du coup, pour vous replacer vite fait l'histoire, donc cet épisode sera complètement plein de spoilers. Donc si vous n'avez pas lu ou vu et que vous voulez absolument vous garder la surprise, arrêtez là. Non, mais de toute façon, tous les épisodes vont être remplis de spoilers pour tous les trucs dont on parle. Vous êtes avertis. Voilà, non, c'est clair, parce qu'on peut pas parler d'un film mais pas parler de ce qui se passe dedans, donc voilà quoi. C'est ça. Donc, alors du coup, l'histoire du film, c'est l'histoire d'un gars dont le bateau s'est échoué, donc il est sur un radeau, il est à la dérive et il arrive sur l'île du docteur Moreau. Docteur Moreau qui est un scientifique un peu pas fou, mais on sent qu'il a été plus ou moins répudié de la profession et qui s'est isolé sur cette île, et dont le délire est, il a trouvé une espèce de sérum magique qui permet de transformer les animaux en humains. Le problème c'est qu'au bout d'un moment, ces animaux redeviennent animaux, ces humains animaux redeviennent animaux, enfin leurs instincts animaux reprennent le dessus. Et du coup il est pas content parce qu'il veut absolument créer un humain parfait à partir d'un animal. Et donc Braddock, le personnage principal, celui qui s'est échoué, est contre ses expérimentations, et finalement le docteur Moreau finit par essayer de le transformer en animal. Ce qui n'est pas du tout, il y a quand même beaucoup de choses qui changent par rapport au bouquin. Dans le bouquin, déjà Braddock, il a plus ou moins le choix. En fait, il se fait récupérer par un bateau, il n'arrive pas directement sur l'île du docteur Moreau et il finit par se retrouver largué sur cette île. Moi, j'ai vraiment trouvé dommage qu'ils aient pas gardé l'explication du bouquin. En fait, là, le docteur a trouvé une espèce de sérum magique qui peut changer les cellules. Enfin, c'est extrêmement abracadabrantesque. Je sais pas s'ils avaient déjà l'ADN à cette époque, s'ils avaient déjà les notions d'ADN en 77. Ouais, je sais pas, le bouquin est sorti en 1896. Non, ça, ils n'avaient pas à l'époque. Je sais pas, je m'y connais pas assez, je t'avoue. Et donc en fait là, si vous entendez des bruits bizarres, c'est les chats qui s'amusent. C'est normal. Dans le bouquin, en fait, le docteur Moreau, il pratique la vivisection. Donc en fait, il charcute joyeusement des animaux pour rajouter des bouts, prendre un bout de cuisse, le mettre ailleurs, pour faire des humains en fait. Et il leur modifie le cerveau, il leur apprend à parler et je sais pas, je trouve ça beaucoup plus logique et d'autre part intéressant. Parce que le bouquin il a été écrit en pleine, en pleine polémique
En Angleterre, c'était le moment où ils hésitaient à supprimer. Enfin, il y avait tout un débat sur est-ce qu'il faut supprimer la vivisection dans les expériences scientifiques, au niveau éthique, etc. Donc, déjà, je trouve que c'est plus intéressant. De base, je crois que c'est un film qui énerverait pas mal les véganes aussi, quand même. je sais pas pourquoi. Le seul moyen que les animaux aient de la valeur, c'est s'ils deviennent comme les humains. Genre, ils doivent respecter. Si jamais ils sont pas comme des humains, ils méritent de se faire torturer, ils méritent de se faire enfermer. Et on les traite jamais. En fait, je crois que le vrai problème du scientifique, de Dr Moreau, c'est qu'il essaye d'en faire des humains. Mais en fait, il les traite pas du tout comme des humains, quoi. Il les garde enfermés dans une espèce de cave super mal faite. Bon, il y a plein de défauts du film en tant que film, mais juste lui, c'est un gros enculé envers ses créations. En fait, je pense que je l'ai pas vu du tout comme toi pour le coup. Moi, je le vois vraiment comme lui, il sait que ces animaux-là, ils vont redevenir animaux. Et du coup, il essaye de leur inculquer des lois, parce qu'il y a du coup toute une série de lois qui se répètent, une espèce de litanie, donc ne pas marcher à quatre pattes, ne pas s'accroupir pour boire de l'eau, etc. Et en fait, je pense que s'il leur inculque ça, c'est plutôt pour retarder au maximum le retour à l'animalité. Oui, en fait. mais comme fait remarquer Braddock, ce qu'il leur donne pas, c'est de la dignité. Et ils restent quand même enfermés dans des caves, ils ont des espèces de vêtements mais pas vraiment, ils n'ont pas de société établie ou quoi. Si jamais ils les laissaient vivre avec eux, vivre avec les humains, peut-être qu'ils se comporteraient comme des humains. Ça me fait un petit peu penser à l'esclavagisme en fait, dans les colonies, ou pas dans les colonies, mais tu sais, dans les cotonneries et tout, les Noirs, on disait ouais, c'est un petit peu comme des animaux, mais en même temps on leur donnait aucun droit humain, quoi. Du coup, c'est aussi pour ça qu'ils n'étaient pas... En fait, tant le livre que le film, ça pose vraiment la question de à partir de quel moment on est un être humain et à partir de quel moment on est un animal. Ça rejoint la controverse de Valladolid, etc. C'est vraiment une question intéressante. Là, je ne sais pas de quoi tu parles, mais... D'accord, c'est un livre qu'il faut que tu lises. Ou un film qu'il faut que tu vois, ça existe en film aussi. Okay. On apprend des choses. Oui. Alors par contre, moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment, vraiment, vraiment énervé dans ce film. Et qui énerverait aussi les féministes, je pense. Du coup, ce film énerverait peut-être les véganes et les féministes. Mais moi, ça m'a vraiment saoulée. C'est ce personnage féminin qui ne sert à rien. Il y a un personnage féminin qui est la caution féminine du film, qui n'est pas dans le bouquin. Elle est là, elle rigole comme une débile à la moindre moment où le personnage principal apparaît à l'écran. Dr Moreau l'a acheté contre des œufs quand elle avait 12 ans. Oui, c'est ça, mais il l'a sauvé de la prostitution, ce qui est une bonne chose. Mais ce personnage ne sert à rien, il a aucun intérêt dans le scénario. Ils ont juste voulu rajouter une romance vraiment extrêmement mal faite. En plus, il n'y a aucun intérêt ni scénaristique, ni... même on vibre pas. D'un point de vue féministe, est-ce qu'il vaut mieux avoir un personnage féminin de merde ou suivre l'histoire originelle et pas avoir de personnage féminin du tout? Moi, je pense qu'il vaut mieux ne pas avoir de personnage féminin du tout. Tu rajoutes un personnage féminin qu'aussi... Ou alors tu transformes un des rôles en rôle féminin, mais on va pas rentrer dans le débat. Mais c'est rigolo, oui. mais moi j'ai trouvé que... Et puis bon, ce moment où il baise, c'est très... Moi j'aime bien comment dans les films ils s'apprêtent à baiser, genre... La gonzesse elle arrive dans la chambre du mec, et ils disent rien. Ils se sont rencontrés 2 fois, elle connaît son nom depuis 3 heures, et elle commence à se dessaper, et à frotter son dos contre lui, genre... Il n'y a rien de plus sensuel que quand il y a une gonzesse qui vient frotter son dos contre mon torse comme ça. Ça me fait... Surtout si tu la connais depuis 2 jours. Grave. Et surtout si elle me demande pas, il n'y a pas de demande de genre t'es ok? On devrait peut-être discuter avant, tu me payes un verre En même temps ils sont sur les... Quelles sont tes opinions politiques? Ça se trouve le mec il est sarkozyste, tu sais pas. Et non, il se pose pas de questions, c'est... Bref, le film est pas terrible, je veux dire, il n'y a rien qui est vraiment bien. Parce que du coup, voilà, MGM, j'ai l'impression qu'ils ont foutu ça un petit peu à la dernière minute, genre,
Les décors, ils sont à chier, il y a vraiment... Les décors sont pas... les décors, ça dépend ce que tu appelles les décors, parce que les images de paysage, pour le coup, en fait, c'est le seul truc qui vaut à peu près le coup, et qu'il faut bien rentabiliser, parce qu'ils sont partis aux Caraïbes pour filmer le film. Ouais, mais tu regardes, ils auraient pu filmer ça dans n'importe quelle forêt du Wisconsin, ça change rien, quoi. Ouais, mais du coup, ça explique les grandes expositions de paysages qui durent 10 secondes à chaque fois et qui n'ont pas d'intérêt non plus. Ouais, Ouais, même la parce photo, que du coup, je pense que le réalisateur, ils ont pris le mec le moins cher sur le marché. C'est possible. Et lui, il s'est fait ok, mais tu me payes un voyage au Caraïbes. Et c'est comme ça que s'est fait le film, grosso modo. Ils ont récupéré des costumes pas utilisés de la planète des singes, ils ont rajouté des cornes pour faire un espèce de sanglier et basta. Quoi. Ouais. C'est la musique. Ouais, la musique est très cliché. Et même les jeux d'acteurs, je veux dire. Ouais, à part. Par rapport à Lancaster qui est quand même honnête, à part les rôles principaux en fait. J'ai rien vu dans leur performance qui. Mais ouais, il y a rien qui t'a. Burt Lancaster est complètement. Enfin, ça pourrait être n'importe qui dans le rôle, il y a rien quoi. L'autre, comment il s'appelle, Michael York. Ouais. Il copie, comment il s'appelle, Charlton Heston dans la planète des singes, c'est ça, Charlton Heston. Ouais. Et c'est ça, quoi, c'est du copier-coller. Il n'y a rien d'original, il n'y a rien d'intéressant dans ce film, d'après moi. Quoi. Ouais. Et même d'un point de vue, du coup, adaptation. Alors moi, j'ai rien contre les adaptations qui ne suivent pas forcément le scénario à la lettre. Je trouve qu'au contraire, c'est bien quand il y a des différences qui permettent de, du coup, pas s'ennuyer. Par exemple, pour ceux qui ont vu et lu le livre et la série Dom de Stephen King, je trouve que c'est pas mal parce que du coup la série s'éloigne vraiment du bouquin au niveau du scénar, mais l'esprit est conservé, quoi. L'esprit n'est pas perverti par l'adaptation. Donc voilà, je suis pas forcément à fond sur rester sur le scénar, mais il faut que l'esprit du bouquin pour moi soit conservé. Là, c'est un petit peu comme s'il y avait un mec qui était bourré, qui était au téléphone avec un mec chez MGM, qui a commencé à lui raconter le livre du docteur Moreau, et le producteur l'a arrêté au bout de 30 secondes en lui disant ok, c'est bon, j'ai ce qu'il faut, et ils ont balancé un scénario comme ça sans lire le bouquin. Bah, en fait, je trouve que déjà ça. Donc, un mec, elle arrive sur l'île, il y a un docteur, et des animaux, après. Plus des animaux. C'est des humains. Magique. Ben, c'est aussi des animaux. Et enfin un film. Ok. Après, de ce que j'ai lu, apparemment, il y a beaucoup d'idées qui ont été reprises de la première adaptation qui a été faite en 1930. Enfin, qui est en fait la deuxième adaptation. Il y en a eu une avant. Où ils avaient ce personnage féminin, où ils avaient cette histoire, enfin voilà, il y avait plein de... Alors après, moi, un truc qui m'a dérangé dans le film, je m'éloigne un peu de l'adaptation, je trouve dommage, parce qu'en fait, le livre, c'est vraiment un livre qui est censé faire peur. Là, on se retrouve tout simplement dans un film d'action-aventure, en fait, ça fait pas vraiment peur. Je trouve que les monstres, on les voit trop. Ils jouent pas assez sur le pouvoir de la suggestion, ce qui leur aurait permis de gagner des sous en maquillage et en costume. Et je trouve ça dommage parce que les monstres on les voit vraiment en plein jour, bien éclairés, dès le départ en fait. Il fait beaucoup jour dans ce film. Il fait beaucoup jour, ouais. Et même dans les scènes d'intérieur, t'as l'impression qu'il fait nuit, après il sort, il est midi. Ouais, c'est chelou. Et j'ai trouvé ça dommage qu'ils jouent pas assez sur du coup la suggestion des monstres. Bon bref, pour revenir du coup au bouquin, non, juste eragonomètre. Eragonomètre, moi je dis 3. Hein. Genre 3, ouais. 3,5, 4. Ok. Et si tu devais mettre une note sur 10 au film? Ouais, 5. 4. Bon, c'est pas top quoi. Ouais. Bon, après, c'est notre avis à nous. Hein. Il y a certainement des gens qui ont beaucoup aimé ce film. Il était quand même box-office. Oui, non, mais il a été numéro 1 au box-office pendant une semaine. Déjà, ça veut dire. Déjà. Oui, mais il y avait Star Wars au même moment. Ils ont été le voir et ils sont pas retournés le voir. Ils ont vu. Ils ont vaincu. Et après, ils sont retournés voir Star Wars parce que Star Wars, il est revenu. Ils sont dit, mais en fait, il y a un bon film au cinéma en ce moment. On va aller voir celui-là plutôt, ouais, c'est bien. C'est ça. Donc,
Avec de la bonne musique, des bons décors, des bons personnages, un bon méchant, des phrases mémorables et tout. Quoi. Oui, bon, on a compris. Tu bien as vu Star Wars. Ouais. Et on n'a pas vu Star Wars. Non. Donc, voilà, par rapport au bouquin, moi j'ai vraiment trouvé dommage qu'ils rajoutent des choses. Ils ont enlevé des choses essentielles pour moi, ils ont modifié des choses essentielles, ils ont rajouté des choses pas essentielles. Je trouve ça dommage. Je vous conseille encore une fois le bouquin, c'est vraiment un très très bon livre. Est-ce que tu nous avais pas promis du croustillant sur Burt Lancaster? Sur Burt Lancaster. Alors, Burt Lancaster, du coup je faisais un peu des recherches sur lui, voir un petit peu sa vie, etc. Et j'ai trouvé des trucs sympas. Alors déjà, au début de sa carrière, avant d'être acteur, il était acrobate. Non mais c'est cool. Mais c'est rigolo parce qu'en fait dans le film il y a un homme singe qui s'appelle Mling. Et en fait l'acteur qui joue l'homme singe, dont le nom m'échappe tout de suite, c'est en fait l'ancien partenaire d'acrobatie, sans aucun arrière-pensée salace, de Burt Lancaster. Partenaire mais d'acrobatie. Il y a aussi du croustillant parce qu'en fait Burt Lancaster était surveillé par le FBI, par Edgar Hoover pour ses... alors attendez, il y a une phrase qui le résumait bien. Son intense vie de prédateur sexuel qui incluait des aventures avec des hommes. Mais en fait, Burt Lancaster, il est plus ou moins considéré comme une personne qui a ouvert le plus d'acceptation à l'homosexualité à Hollywood. D'accord. Ce qui est une bonne chose. Bonne chose, oui. Ce qui est cool. Enfin voilà, j'ai trouvé ça intéressant, c'était rigolo. Moi, ça me semble bizarre qu'à un moment, le FBI ait considéré que baiser des mecs, c'était être un prédateur sexuel, mais... Non, mais apparemment, il avait une vie très débridée. Hein. Ouais, ok, c'est cool. Mais enfin, en même temps, c'est une célébrité, quoi. Oui, puis c'est Hollywood. Ouais, c'est Hollywood. Après, j'en sais pas plus. Hein. Si jamais il y a des documents qui ont été dévoilés par le FBI, si jamais tu veux aller voir. Oui, je veux voir tous les détails de la vie sexuelle de Burt Lancaster. Photos, vidéos, enregistrements audio, tout. Tout ça. Ouais. Après, dans les trucs sympas, enfin rigolos à propos du film, les petites anecdotes, à un moment donné, il y a un vrai tigre, un tigre avec des rayures et des dents, et des griffes, qui se bat contre un Est-ce qu'il a quatre pattes, des oreilles, deux yeux, une truffe? Ouais, un truc de ouf. Qui se bat contre un homme sanglier, qui du coup, là pour le coup, est un humain déguisé en sanglier, et à un moment, il le mord vraiment à la tête. Et en fait, heureusement, dans les maquillages des humains animaux, il y avait une espèce de casque en fibre de verre qui l'a empêché d'être tué par le tigre, ce qui est mieux. Oui, à l'époque, il filmait encore beaucoup avec des animaux sans trop de précautions. Oui, parce que sécurité. c'était assez D'ailleurs, au Prince Charles, il passe souvent un film qui s'appelle Roar. Et qui est très connu pour pour le fait qu'il n'y ait aucun animal qui a été blessé pendant le tournage du film. Par contre, il y a genre 27 membres du staff et des acteurs qui ont été blessés par des tigres et des lions et des trucs comme ça. Et ça a l'air bien sympathique. Ouais, faudra qu'on aille le voir à l'occasion. Ouais. Donc voilà. Je crois qu'on a fait le tour du film. Ouais, du film, oui, voilà, rien de... Ok. Je vois pas quoi dire de plus. Le livre est mieux. Ah si, j'ai quelque chose que j'ai trouvé très rigolo en faisant des recherches sur le film. Je suis tombée sur le Parents Guide des films hollywoodiens et qui précisait au niveau de la profanity en français, de la vulgarité du film, qu'il y avait une occurrence du mot hell et 2 occurrences du mot damn and bastard. Du coup, c'était à peu près bon, vous pouvez montrer ce film à vos enfants, il n'y a pas trop de vulgarité dedans. Si vous êtes ok avec hell et bastard et damn. Et j'ai trouvé ça rigolo. Bon, du coup, c'est voilà, notre avis sur le film, c'est pas très probant pour le moment. Que s'est-il passé en juillet 1977 ? Alors, dis-nous tout. Je sors mes notes. L'événement majeur de 1977, au moins pour les États-Unis, c'est le blackout de New York de 1977, juillet 1977. Il y a eu un blackout majeur dans la ville de New York qui a duré 2 jours. C'est ouf. Il faut savoir qu'il y avait déjà eu un autre blackout en 1960. Blackout, on est d'accord, il n'y a pas eu d'électricité. Plus d'électricité du tout. Et à l'époque...
plus d'électricité, il n'y avait pas d'énergie alternative, quoi, pas d'énergie solaire, un truc comme ça, ou même des générateurs, ça n'existait pas trop, quoi. Donc plus d'électricité, plus rien, quoi. Il y avait déjà eu un blackout en 1965 qui s'était relativement bien passé parce que les États-Unis étaient dans un boom à ce moment-là, en 65. Tout allait très bien politiquement, la vie était belle, c'était le baby boom et tout, quoi. C'était super. 77, beaucoup moins. Financièrement, c'était la merde, il y avait des tensions. À New York particulièrement, ils étaient extrêmement stressés parce qu'il y a un serial killer qui frappait depuis une année dans New York et qui avait déjà tué pas mal de gens, et du coup les gens étaient stressés, tout le monde parlait de ça. C'est compréhensible. Et durant le blackout de 1977, il y a eu énormément de looting, donc des vitrines qui sont fait défoncer, des gens qui volaient, des télés, des frigos, des voitures, tout ce que tu veux. C'était un bordel total parce que le peuple était juste... c'était une période vraiment difficile pour les Américains, quoi. Et du coup, ça a été extrêmement violent. C'est resté bien marquant dans l'histoire des États-Unis. C'est particulièrement dans l'histoire de New York, quand quelqu'un parle du blackout, et tout le monde sait de quoi il parle, de la même manière que tout le monde sait de quoi il parle quand il parle du 11 septembre. Quoi. C'est vraiment un truc qui a marqué les histoires. Est-ce que du coup, il y a des gens qui n'ont pas pu voir la fin de l'île du Docteur Moreau parce qu'il n'y avait plus d'électricité au cinéma? Non, parce qu'il n'était pas encore sorti. C'était les 13 et 14 juillet, alors que l'île du Docteur Moreau est sorti un petit peu plus tard dans le mois. Mais voilà. Bon, il n'y a pas énormément de trucs à dire de ce que j'ai trouvé, rien de fascinant, mais c'était quand même un truc qui a bien marqué les esprits. Il y a eu des références à ce blackout dans plusieurs jeux vidéo, type The Warriors ou Metal Gear Solid 5, et dans Men in Black, ils expliquent que l'un de leurs appareils a été utilisé par un extraterrestre pour causer le blackout et qu'ils trouvaient ça super drôle. Donc voilà, ça c'est l'événement majeur de juillet 1977. Je suis désolé, j'ai pas beaucoup plus à dire. C'était pas un mois fascinant, hein, très honnêtement. On a eu quelques trucs intéressants. Alors je vais juste faire le tour du point de vue culturel de ce mois-ci. En comics, on a Iron Man numéro 100 qui est sorti. 10 Rings to Rule the World, bien évidemment, on parle des rings du mandarin. Une comics créé par Bill Mantlo, George Tuska et Mike Esposito. On a eu le premier comic Star Wars par Marvel qui est sorti. Dessiné par Howard Chaykin, un artiste que je n'aime pas du tout. Et il y a eu la 10e édition du San Diego Comic Con en juillet 1977. Ouais, avec des invités très prestigieux tels que Karl Barks, créateur de Picsou, Robert Heinlein, Jack Kirby, Joe Kubert, Harvey Kurtzman, plein de beaux mondes. En juillet 1977, d'un point de vue littérature, il y a un petit artiste, un petit écrivain qui venait de publier sa première histoire dans le magazine Analog. Analog, c'est l'un des magazines de science-fiction majeurs, science-fiction fantasy, vraiment l'un des magazines majeurs. Et il a publié son histoire sur l'espace de 4 ou 5 semaines. Un feuilleton en fait. Ouais, voilà. La plupart des romans qui étaient publiés à l'époque étaient d'abord mensualisés dans des magazines de science-fiction. D'accord. Et donc en juillet 1977, il venait de terminer de publier sa première histoire sur le cours de 5 mois. Ce petit auteur s'appelle George R.R. Martin, et qui deviendra après l'auteur d'une série telle que Game of Thrones. Oui, un petit truc. Ouais, un petit truc. Pas trop entendu parler. Pas trop populaire. C'est pas très connu. Il y a une série télé, je crois, adaptée du bouquin. Mais ça nous met quand même en perspective la carrière du mec, quoi. Il a commencé sa carrière le mois où est sorti Star Wars, quoi. Et le mec est toujours là et il continue d'écrire. Et c'est un des auteurs de science-fiction les plus connus au monde. De fantasy. Fantasy majoritairement. Il a fait un petit peu de science-fiction, mais majoritairement. Et du coup, comment s'appelle ce bouquin, cette histoire qu'il a sorti? Dying of the Light. Ok, c'est cool. Niveau science, on a eu le premier IRM qui a été réalisé sur un corps entier. Donc
Donc voilà, c'était juste le seul truc intéressant qui s'est passé d'un point de vue scientifique ce mois-ci. Je suis désolé. Enfin qu'on comprend. Et aussi d'un point de vue musique, quelques trucs. Déjà, on arrive sur le mois qui a marqué le début de la fin pour Led Zeppelin. Ils ont annulé plusieurs concerts aux États-Unis après des altercations verbales et physiques avec leur producteur ou je ne sais plus, promoteur. Donc le mec qui payait et qui organisait la tournée. Ils se sont beaucoup fightés avec. Et il faut aussi savoir que ah merde, je me souviens plus, l'un des membres de Led Zeppelin venait de perdre son fils genre 1 ou 2 mois auparavant, du coup déjà le groupe ça allait plus. John Bonham ça va mourir quelques mois après, ça marquera la fin définitive de Led Zeppelin. Plusieurs albums sont sortis ce mois-ci, certains qui méritent d'être notés. My Aim Is True, le premier album d'Elvis Costello, est sorti ce mois-ci. Et aussi le premier album des Village People. Voilà. Je suis un peu déçue que tu ne sois pas déguisé pour nous annoncer ça, mais c'est cool. Oui, bon, peut-être si jamais un jour on a la musique du mois, c'est YMCA, là je vais mettre un petit peu plus d'effort. Dans les personnes qui sont nées en juillet 1977, nous avons Liv Tyler. Donc la fille de Steven Tyler, chanteur d'Aerosmith. Liv Tyler qui a joué le rôle de Arwen dans Le Seigneur des Anneaux. Oui. Arrête. Et aussi l'actrice britannique Kelly Riley, que je connais particulièrement pour avoir joué dans Les Poupées Russes et L'Auberge Espagnole. Mais je suis pas sûre qu'elle était dans L'Auberge Espagnole. Je me demande si c'est pas un personnage qui apparaît que dans la suite. Si c'est celle laquelle je pense à jouer dans L'Auberge Espagnole. Mais moi je l'ai aussi vu récemment dans la 2e saison de True Detective. D'accord. Tu n'as pas regardé. Je l'ai pas regardé encore. Dans les personnes qui sont mortes, par contre, nous avons Vladimir Nabokov, Oh mince. l'auteur russe, oui, ça fait longtemps maintenant, hein. Oui, bon. L'auteur russe. Ça a été un tel. Mes anciennes copines d'IUT savent la douleur de Nabokov. Donc l'auteur de Lolita. Tout à fait. Tu l'as lu? Non, je l'ai pas lu. Je l'ai lu. Ça a l'air assez pas terrible. Ah si, c'est super intéressant. Ouais. Au niveau des interactions humaines, c'est hyper glauque. Oui, enfin le personnage principal a l'air d'être un gros enculé quand même. Ah bah oui, c'est le concept du bouquin. Oui, d'accord. Donc voilà, c'est la seule personne que j'ai vue qui était morte ce mois-ci, qui est très importante pour être notée. Donc, l'une des chansons qui était numéro 1 ce mois-ci, en juillet 1977, le chat est en train de faire des trucs chelous. Oui, il dort sur un vieux poireau. Le chat dort sur un vieux poireau. Ça pourrait être un code pour quelque chose, mais ça ne l'est pas. Sauf si vous êtes un agent du KGB, dans ce cas-là c'est définitivement pour vous. Il y avait plusieurs chansons qui étaient numéro 1 ce mois-ci. Cela dit, j'ai décidé de choisir Gonna Fly Now. Qu'est-ce que t'as avec mon doigt? Il te fait peur mon tu doigt? Qu'est-ce que avec ton doigt. Donc oui, en fait, je sais pas si on avait précisé ça, mais en fait à chaque épisode on va choisir une chanson du mois qui est sortie du coup le même mois que le film. Qui était numéro 1, en l'occurrence cette chanson-là est sortie même il y a 1 an de ça, quoi. D'accord. Gonna Fly Now était une musique qui a été très popularisée par le film, enfin qui a été composée pour le film Rocky. Ah, d'accord, c'était composé spécifiquement. C'est une chanson par Bill Conti, qui est le compositeur de la bande-son de Rocky. D'accord. C'est la musique qui est jouée lorsque Rocky monte les marches et réussit à monter les marches lors de son entraînement, alors que juste avant il n'y arrivait pas, il était trop fatigué, là il arrive, il va jusqu'au bout, du coup il est super content, il monte les bras comme ça, et voilà, et pendant cette scène mémorable, on a la musique. Non, mais on mettra un extrait. Je crois qu'on vient de perdre 90% des gens qui nous suivaient. C'est bien. Bref, voilà, vous avez à peu près compris de quoi on parle. Ouais, pour moi c'est très important. Ben voilà, je l'avais noté et je l'ai perdu, mais je vais vous chercher les paroles de cette chanson
parce que c'est quand même très important. Il faut savoir que cette chanson a été nommée aux Oscars comme étant meilleure chanson originale pour un film. Et les paroles de cette chanson sont extrêmement compliquées. Alors j'ai trouvé deux versions des paroles, une extrêmement élaborée, mais j'ai jamais trouvé de version musicale qui correspondait à ces paroles-là. Oui, parce que dans la musique du film, il n'y a pas de paroles. Il y en a. Il y a exactement 28 mots. Trying hard now, it's so hard now. Trying hard now, getting strong now. Won't be long now, getting strong now. Gonna fly now, flying high now. Gonna fly, fly, fly. C'est les paroles. C'était beau. Cette chanson n'a pas gagné les Oscars. C'était dommage. La chanson Evergreen par Barbara Streisand a gagné les Oscars. Cette année-là. Cette chanson a des vraies paroles. C'est ouf. Donc dans les utilisations de cette chanson, les conséquences culturelles de cette chanson, j'ai envie de dire, c'est devenu plus ou moins la chanson de montage par excellence. Voilà, c'est dès qu'il y a un montage d'un mec qui fait un entraînement et qui devient plus que ce qu'il n'est, c'est la chanson qui est jouée. C'est vrai. Autre utilisation culturelle, c'est depuis 1977, donc depuis la première année où cette chanson est sortie, le générique des Grosses Têtes sur RTL. Très bien. Présenté par Philippe Bouvard. Je suis ravie. Oui, voilà. Donc, moi je suis quand même assez surpris de savoir que depuis la première année que cette chanson est sortie, c'est le générique et ils n'ont pas changé. Après, on n'en a rien à taper des Grosses Têtes, hein, mais c'est juste. Voilà. Et il est maintenant grand temps, de décider quel est le prochain film qu'on va regarder. Oui. Donc, pour expliquer vite fait le concept, j'ai un tableau avec une liste de tous les mois de janvier 1960 jusqu'à décembre 1996. Donc chaque mois correspond à un numéro et je fais une randomisation sur random.org entre 2 et 445. J'ai le bouton juste ici. Es-tu prête? Je suis prête. 89. 89. Ce qui nous ramène à 89. Avril 1967. Mon amour. Avril 1967. Oh. Alors, nous avons Thoroughly Modern Mike Millie. Double Trouble. Et c'est tout. Alors, Thoroughly Modern Millie est un film. C'est une comédie musicale avec Julie Andrews. Oh, cool. Julie Andrews, plus connue pour être aussi Mademoiselle Mary Poppins. Oui. Et qui lui joué dans la mélodie du bonheur. Faut que t'arrêtes avec les trucs musicaux. Donc, oui. Vas-y, l'autre, donc Double Trouble, un film avec Elvis Presley. Qui est aussi un film musical. Ouais, mais alors là, tu vois tout de suite, Julie Andrews me tente plus qu'Elvis Presley. Attends, est-ce qu'on a le titre français? Parce que ça se trouve, c'est un truc hyper connu, c'est juste qu'on connaît. Ouais, pas c'est une bonne question. Sinon, tu pouvais juste regarder la page Wikipédia française du film. C'est parce que non, ça s'appelle Millie en français. Ça s'appelle Millie en français et Thoroughly Modern Millie en anglais. Donc bah voilà, ce sera le film du mois prochain. Et tu choisis Millie alors? Oui, je choisis Thoroughly Modern Millie. Et on parlera du mois d'avril 1967. C'est 10 ans avant le film qu'on a fait aujourd'hui. Avril 1967, le mois prochain, Thoroughly Modern Millie. Et alors juste deux petits trucs, donc on a bien conscience que les vidéos sont longues. Donc en fait, est-ce que vous pouvez nous mettre dans les commentaires de la vidéo ou de Facebook ou de n'importe quel moyen de communication à votre disposition, est-ce que vous préféreriez qu'on ait 2 vidéos pour chaque épisode, une plutôt sur le film, une plutôt sur tout ce qu'il y a autour, l'époque, etc. Ou est-ce que vous préférez que tout est dans la même vidéo comme aujourd'hui? Voilà.
On peut faire les deux. Sachant qu'on aura de toute façon toujours la version audio disponible en un seul bloc sur SoundCloud et maintenant iTunes, puisqu'ils ont accepté de nous mettre notre podcast. Oui, donc vous pouvez avoir la version audio sur SoundCloud, iTunes. On va essayer d'être sur toutes les plateformes possibles dans l'absolu. Et en vidéo sur YouTube comme d'habitude. Et vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, donc Facebook Back to the Culture Podcast. Et non pas Back to the Culture, le fanzine espagnol, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Et sur Twitter à... Quelque part. Vous demandez sur Facebook et on vous le postera. On vous le donnera. Autre question, si jamais vous voulez pareil toujours nous dire votre avis sur la question, est-ce que vous préférez garder la surprise du film jusqu'à la prochaine fois, ou est-ce que le fait qu'on randomise en vidéo et qu'on découvre avec vous en fait quel est le prochain film, vous préférez cette solution-là? Donc voilà, on se posait la question. Voilà, on peut garder la surprise ou on peut le faire en vidéo, juste pour vous. Ou en vidéo audio pour les gens qui écoutent en audio. Et voilà. Je pense que c'est tout et qu'on on peut dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour Millie, sous réserve qu'on le trouve de manière légale. Et qu'on n'ait pas la flemme d'enregistrer d'ici la semaine prochaine. Ouais. Et dans ce cas-là, vous l'aurez dans 2 mois ou quand on n'aura pas la flemme. Ouais. Mais vous l'aurez un jour. C'est un fait. Et si on le trouve légalement, si on ne le trouve pas, ben, je suppose qu'on regardera l'autre. Et si on regarde pas l'autre parce qu'on ne le trouve pas non plus, on trouvera un mois qui est sorti, ce mois-ci, un film qui est sorti en avril 1967. 67, oui, tout à fait. Qu'on peut regarder légalement. Voilà. Donc bonne semaine et à bientôt pour de nouvelles aventures musicales.